Salut et bienvenue dans Médéo pour cette première vidéo qui porte sur les généralités sur le médicament. Alors cette première partie du cours de pharmacologie va contenir 5 chapitres dont le premier va parler des propriétés physico-chimiques d'une substance pharmacologique, le deuxième va porter sur l'origine des médicaments, le troisième sur le développement des médicaments, le quatrième sera dédié à la dénomination des médicaments, puis le cinquième à la classification des médicaments. Alors seulement le premier chapitre se fera dans cette vidéo, les autres se feront dans de prochaines vidéos, le lien se trouve dans la description. Alors, comme premier chapitre, on va parler des propriétés physico-chimiques d'une substance pharmacologique. Le but ici est de définir une substance pharmacologique, de décrire ses propriétés physico-chimiques, puis d'arriver à expliquer les bases de l'action d'une substance pharmacologique. Alors, comment définir une substance pharmacologique? Une substance pharmacologique, souvent abrégée SP, est une structure chimique qui associe ce que l'on appelle en pharmacologie pharmacophore. Alors, avant d'aller comprendre le terme pharmacophore, tenez-le pour savoir que qui dit substance pharmacologique dit substance active, souvent abrégée SA, et dit toujours principe actif, souvent abrégé PA. Bref, c'est la même chose. Alors, revenons sur le terme pharmacophore. C'est juste la partie de la substance pharmacologique qui va se lier à un récepteur dans l'organisme par le biais de ce que l'on appelle en pharmacologie la biophase, qui est juste une région spécifique de la molécule réceptrice. Si on réfléchit, on peut assimiler le phénomène à une clé, à une serrure. La clé représente la substance pharmacologique ou le principe actif. La serrure représente le récepteur. La partie de la clé qui entre en contact avec la serrure représente le pharmacophore. Et la partie de la serrure qui entre en contact avec la clé représente la biophase. Passons maintenant à la définition de la pharmacologie. Étymologiquement, la pharmacologie est composée de pharmaco, tiré du grec pharmakon, qui signifie poison ou encore médicament, et de logie, tiré du grec logos, qui signifie la connaissance. Donc, en bref, la pharmacologie est l'ensemble des données de connaissances qui donnent une information sur la capacité d'une substance active à entraîner des modifications dans le fonctionnement physiologique ou physiopathologique d'un organisme vivant. Passons à présent à la définition du médicament. Il est opportun de remarquer d'ores et déjà que le médicament n'est pas un principe actif seulement. C'est un principe actif et d'autres choses. Et ces autres choses, on les appelle les excipients. En général, le médicament est défini comme toute substance. Dans ce cas-ci, il s'agit bien d'un seul principe actif ou toute composition. Dans ce cas, il y en a un ou plusieurs principes actifs présentés comme ayant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines et animales. C'est pas fini. Elle continue en disant qu'un médicament est tout produit administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger, modifier leur fonction organique. Et cette définition est tirée tout droit du Code de la santé publique, le CSP, article 266. C'est ce que je vous ai mis en bas en blanc. Passons à la définition d'un excipient. D'abord, il faut savoir que excipient, adjuvant ou encore véhicule disent la même chose en pharmacologie. Le mot excipient vient du latin excipere qui signifie recevoir. Ce sont des substances pharmacologiquement neutres et c'est très important à savoir qu'ils n'ont aucune activité pharmacologique et permettent de déterminer la forme médicamenteuse, c'est-à-dire qu'un excipient va venir déterminer si le médicament sera sous forme solide, liquide ou gazeuse, par exemple. Les excipients permettent également de véhiculer
le principe actif et permettent également de moduler la libération du principe actif. C'est-à-dire que l'excipient va venir déterminer si le principe actif va être libéré de façon constante ou exponentielle ou encore carrément la libération va être localisée à un endroit spécifique du tube digestif. Il est à noter qu'il existe des excipients dits à effet notoire qui ont la capacité, qui ont la particularité d'être mal tolérés chez les patients sensibles et nécessitent donc certaines précautions d'emploi. C'est l'exemple de l'amidon de blé qui entraîne des réactions allergiques chez les personnes allergiques au blé. Il y a également le mannitol qui entraîne des troubles digestifs et les diarrhées. C'est l'exemple de l'aspirine ou encore l'acide acétylsalicylique. Sa dose nominale, c'est-à-dire la quantité en principe actif, est de 500 mg. La masse totale du comprimé est de 4 g. Il contient plusieurs excipients comme le bicarbonate de sodium, acide citrique, le citrate monosodique anhydre, le carbonate de sodium anhydre, la povidone, de l'aspartame et un arôme orange qui permet notamment de masquer l'odeur du médicament. On peut remarquer d'ailleurs que le principe actif ne représente que les 12,5% du médicament. Le reste, ce sont des excipients et c'est notamment ces excipients qui sont à l'origine de l'effervescence du médicament et donc permettent la préparation et l'utilisation du médicament. Voyons maintenant les propriétés physico-chimiques d'une substance pharmacologique. Alors, on entend par propriété physico-chimique d'une substance pharmacologique le comportement cinétique dans l'organisme, c'est-à-dire la circulation, la diffusion, la reconnaissance et la liaison du principe actif jusqu'à son rejet hors de l'organisme. Les propriétés physico-chimiques d'une substance pharmacologique sont représentées par ces caractéristiques qui sont l'état physique, la masse moléculaire ou encore la taille de la substance pharmacologique, la charge électrique qui peut être positive ou négative, sa configuration spatiale, sa solubilité, son spectre d'absorption, son pH, et enfin selon qu'elle soit électrolyte ou non. Voyons maintenant la structure d'un principe actif qui est aussi l'une des propriétés d'une substance pharmacologique. Il est à noter que la structure est directement en relation avec l'activité de la substance pharmacologique, c'est-à-dire, selon la structure, on peut prévoir l'activité de la substance pharmacologique. Une modification de la structure entraîne directement une modification de son activité et de son effet pharmacologique. Par exemple, lors de l'activation d'un récepteur bêta-adrénergique par les catécholamines, on observe que plus il y a de substituants sur la fonction amine, plus les récepteurs sont efficaces. Donc voilà un peu le phénomène qui se produit de façon schématique. On a là 3 types de catécholamines, la noradrénaline, l'adrénaline et puis l'isoprénaline. Et on constate que plus il y a de substituants sur la fonction amine, plus le récepteur est efficace, c'est-à-dire plus le complexe substance pharmacologique récepteur va entraîner des modifications. Passons à présent aux bases de l'action d'une substance pharmacologique dans l'organisme. L'action pharmacologique d'un principe actif résulte de la liaison avec une molécule réceptrice. Tant qu'il n'y a pas de liaison, il n'y aura pas d'action pharmacologique. Et ça, c'est Paul Ehrlich, prix Nobel de 1908, qui l'a compris. On lui reconnaît d'ailleurs la phrase culte « Corpora non agunt nisi fixata », ce qui veut dire « les substances n'agissent pas si elles ne sont pas fixées ». Il faut donc une complémentarité de structure entre le pharmacophore et la biophase, à l'issue de quoi va se former le complexe substance pharmacologique et récepteur qui sera transmis et amplifié, ce qui engendrera une réponse ou encore effet pharmacologique. La substance pharmacologique représente du coup le ligand qui est le porteur d'informations codées et le récepteur, lui,
représente le discriminateur, le décodeur et le transmetteur. Voyons maintenant les types de liaisons ligand-récepteur. Il y en a plusieurs types. D'un côté, on a les liaisons covalentes et de l'autre côté, les liaisons non covalentes. Celles-ci regroupent des liaisons, des interactions électrostatiques qui sont classées en interactions ioniques et en interaction ion-dipôle et en interaction dipôle-dipôle. Toujours comme liaison non covalente, on distingue les interactions de Van der Waals, les interactions hydrophobes et les liaisons hydrogènes. Les liaisons covalentes sont solides et donc difficilement réversibles. Peu de médicaments se lient de façon covalente, et tant mieux d'ailleurs, car la liaison et donc éventuellement l'effet persiste longtemps après l'arrêt du médicament, si bien que l'action thérapeutique est difficile à contrôler. Les liaisons non covalentes, quant à eux, sont des liaisons réversibles. On lui distingue des interactions électrostatiques, notamment les interactions ioniques, c'est-à-dire deux ions de charge opposée s'attirent l'un vers l'autre pour former le complexe. Les interactions ion-dipôle, dans ce cas, il y a attraction entre une charge partielle et un ion de charge opposée. Donc c'est un peu ça, schématisé et tout en bas. On peut remarquer que d'un côté, on a l'ion et de l'autre côté, une charge partielle qui résulte de la différence d'électronégativité entre l'oxygène et l'hydrogène. Voyons maintenant l'interaction dipôle-dipôle. C'est l'interaction électrostatique entre deux charges partielles de signes opposés. Et vous avez également un schéma qui l'illustre très bien. Passons maintenant à l'interaction de Van der Waals. Elle se forme entre deux groupements apolaires situés à proximité l'un de l'autre. Si on réfléchit, elle n'est pas très différente de la liaison dipôle-dipôle. La seule différence est que ici, ce sont des dipôles transitoires qui entrent en contact, tandis que dans les liaisons dipôle-dipôle, ce sont des dipôles permanents. Okay? Et vous avez ce schéma qui vous explique un peu le phénomène. Passons maintenant à l'interaction hydrophobe. Ici, l'interaction dipôle-dipôle entre les molécules d'eau est si forte qu'un groupement apolaire peut à peine s'y glisser ou même s'en approcher. Donc, résultat, les milieux aqueux polaires vont se rassembler et repousser les chaînes apolaires comme représenté sur le schéma. Voyons maintenant les notions d'agoniste, antagoniste et d'activité intrinsèque alpha. À cet égard, il faut noter que pour qu'une substance pharmacologique fonctionne après interaction avec un site récepteur, il est nécessaire qu'elle puisse non seulement s'y fixer, mais également il faut qu'elle possède la capacité d'agir sur ce récepteur et de déclencher le changement d'une fonction cellulaire. C'est donc cette propriété supplémentaire que l'on nomme activité intrinsèque de la substance. Pourquoi intrinsèque? Parce que cela ne dépend que de la substance. Ainsi, quand une substance pharmacologique possède une activité intrinsèque, autrement dit, son coefficient alpha est différent de 0, cette substance pharmacologique est appelée agoniste. Et quand elle n'en possède pas du tout, autrement dit, son alpha est égal à 0, elle est appelée antagoniste ou encore anti-agoniste. Alpha, c'est juste un facteur de proportionnalité qui peut varier de 0 à 1. Et sur cette courbe, on peut voir qu'il y a plusieurs types d'agonistes, notamment quand alpha est égal à 1,
le principe actif est un agoniste total ou entier, car aucun effet ne peut dépasser ce qu'il produit. Quand alpha est inférieur à 1, le principe actif est dans ce cas un agoniste partiel. On distingue aussi d'ailleurs les agonistes inverses dont l'activité est carrément l'inverse de ce que produirait un agoniste simple. Dans la nomenclature classique, on doit attribuer aux agonistes inverses une activité intrinsèque négative, c'est-à-dire un alpha négatif. Du coup, sur la courbe, elle serait représentée en bas de l'antagoniste. En conclusion, ce que l'on peut retenir, c'est que la substance pharmacologique est à l'origine de l'activité pharmacologique, mais il ne constitue pas en lui tout seul le médicament. Les propriétés physico-chimiques d'une substance pharmacologique sont déterminantes pour son activité et ses effets pharmacologiques. L'affinité et l'activité intrinsèque d'une substance pharmacologique constituent la base de l'action d'une substance pharmacologique dans l'organisme.